Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix. C'est le début de la semaine, une semaine qui démarre sur les chapeaux de roue. Ah oui, Philippe, un 1er mai, ça David. peut pas démarrer autrement, Cécile, bonjour. C'est la fête du travail, mais nous, quand on est avec vous, on ne travaille pas vraiment. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cette journée de mobilisation un petit peu partout en France. On va faire bien entendu le point avec nos éditorialistes du jour, et puis on en parlera un peu plus longuement et un peu plus profondément à partir de 19h à 20h, avec pas mal d'invités pour faire le bilan de cette manifestation. Allez, au sommaire de cette émission, Le Havre, la gauche peut-elle reprendre les classes populaires au Rassemblement national? Nous sommes au Havre, chez nous, pour la traditionnelle fête du 1er mai tournée vers la paix sociale. Le Rassemblement national a choisi cette année de se délocaliser sur les terres d'Édouard Philippe, cité ouvrière et bastion syndical. Les ambitions du parti présidé par Jordan Bardella. Préparer dès aujourd'hui l'alternance à Emmanuel Macron, une conquête de l'Ouest qui ne compte pour l'air aucun élu RN, Philippe. Effectivement, Cécile, la France est un peu coupée en deux, très forte sur la partie Est pour le RN, très faible sur la partie Ouest. Le Havre est loin d'être favorable au RN. Ça avait été une mairie communiste pendant longtemps. C'était André Duroméa qui était maire avant que ça passe dans les mains de la droite avec Antoine Ruffnac. Et Marine Le Pen n'est arrivée que 3e à la présidentielle, loin derrière Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Alors est-ce que pour vous, la gauche peut aller prendre les classes populaires au RN, puisque maintenant les classes populaires votent massivement au Rassemblement national? Vous pensez que oui, vous pensez que non, vous pensez oui peut-être ou non peut-être. Dans tous les cas de figure, le numéro est toujours le même. Je le dis avec quel ton? Avec le ton que vous voulez. Le 0826 300 300. Du moment que c'est pas THON. Allez, le coup de projecteur à 18h30. On va revenir sur cette mobilisation, les retraites, les casseurs, l'intersyndicale. Est-ce un 1er mai historique? En tout cas, pour cette 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le mot d'ordre de l'intersyndicale était de faire de ce 1er mois, justement, cette journée historique. Le pari semble réussi. Pour l'instant, le leader de la CFDT, Laurent Berger, dit « Ce gros succès de la mobilisation montre le rejet de la réforme et l'aspiration des travailleurs à être considérés autrement par le gouvernement. » Oui, et le bras de fer avec le gouvernement continue. Le président de la CFTC a d'ailleurs été clair, ce ne sera pas la dernière journée de mobilisation. D'autant que d'autres leviers sont possibles. Le résultat du second RIP, ce sera après-demain, donc à très court terme. La proposition de loi du groupe Lyotte pour abroger la réforme qui sera étudiée à l'Assemblée nationale le 8 juin. Alors est-ce que pour vous, c'est un 1er mai historique? En nombre, il y a beaucoup de monde a priori, mais est-ce que ça peut faire changer les choses? Est-ce que vous voyez le gouvernement reculer sur les retraites? Est-ce que vous voyez faire une loi sociale? On parle de la loi travail qui va venir. Dans tous les cas de figure, le numéro de téléphone est toujours le même. Le 0826 300 300. Et vous dites oui, c'est une journée historique à 78%. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, avec vous jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est avec nous et qui a eu la gentillesse de m'offrir un bon petit bras magnifique avec une rose, une rose rose. Cécile, mettre un peu de rose. Et ça veut dire quoi, une rose rose unique? L'amour fou, la passion. Je ne pense pas que c'est le socialisme. Non. Ou alors il est dépassé. Non, oui, c'est quelque chose qui cherche à faire un peu plus que la tradition. Voilà, c'est ça, c'est un petit coup de... En tout cas, merci beaucoup. Madi Saïdi est avec nous. Bonsoir Madi. Bonsoir. Conseillère en communication d'influence et auteur de Française, venue d'ailleurs publier chez Stock. Il est toujours en vente? Oui, toujours. Voilà, ça se vend bien, hein? Oui. On est content? Oui, je suis contente de continuer de l'acheter, évidemment, mais oui. Et achetez-en plusieurs, on ne sait jamais. Hein. Ça peut caler des meubles. Au frais. Il ne doit pas être aussi olé que le livre de Bruno Le Maire. Non, ça ne me ressemble pas. Et vous le saurez la prochaine fois qu'il faut rajouter des mots un petit peu cochons et coquins. Vous êtes en train de dilater le débat. Voilà. Philippe, c'est pas possible. On vous expliquera pourquoi. Joseph Touvenel est avec nous, directeur de la rédaction de Capital Social. Bonsoir Joseph. Bonsoir Joseph. Il nous faut toujours qu'un syndicat. Journée de mobilisation, ça c'est sûr qu'il faut quelqu'un avec nous pour en parler. Et vous avez passé un bon week-end. Alors vous travaillez aujourd'hui, mais quand même. Ah oui, on travaille, on est... non, ça a été excellent. Excellent. Formidable. Ouais. Formidable. Et Madi? Chouette, toujours. Chouette. Très sympa. Alors Madi, elle est toujours d'un calme. Oui, comme Joseph, ils sont d'un... Madi, c'est la seule supportrice du PSG qui est passée un week-end chouette. Ouais. Il n'y a plus de mots là, il n'y a plus rien à dire là. Alors ça, vraiment, je l'ai encore au travers de la gorge et j'ai préféré faire comme si c'était rien passé. Vous savez quoi, week-end prochain, passer un week-end à Lorient. Oui. Ouais,
Ça fait mal, ça pique. Joseph, Vraiment. il était comment ce week-end? Je ne dirai rien sur le muguet qui majoritairement vient de Nantes. Ouais. Rien, aucun rapport avec le foot. Ouais, silence total. Non, rien. Mon Dieu. Pour le reste, dans mon jardin, cette année, le muguet était là le 1er mai, alors que les 2 années précédentes, il était là 10 jours avant. Non, mais on peut y revenir 2 secondes quand même. Nantes-Toulouse, c'est-à-dire 3 buts ou 4 buts fabuleux, après 23 Toulouse. minutes. Mais on reparlera, je crois, de l'ensemble, mais fabuleux Toulouse. Oui. Ah bah ça, Premier oui. titre pour le club Ouais. depuis 66 ans. Ah ouais. Ouais, Et quelque je me chose, suis, mes espérances se sont plantées. J'espérais Nantes et bien sûr ça a été Toulouse. Eh ben, Donc Philippe je espérait rejoins un Toulouse. petit peu Philippe David. J'avais dit que Toulouse allait gagner. Philippe espérait Toulouse. Ah oui, bien Oui, sûr. c'est vrai. Oui. Là, pour une fois, Bah, vous aviez bah, étonnamment Écoutez, raison. moi j'ai pensé fort à François de Rugy, qui est quand même nantais, notre ami François de Rugy, et à tous les Nantais, et j'ai trouvé ça Et qui était là, plutôt il y a très peu. violent. Ah Et ouais. aujourd'hui, nous accueillons Philippe qui nous appelle de Libourne. Bonsoir Philippe. Et Libourne, c'est entre Nantes et Toulouse. Ben voilà, c'est Ah ça. ben voilà, mi-chemin. Hein. À mi-chemin. Oui, à peu près, oui. Comment ça va Philippe? Bah ça va. C'est plus au sud quand même. Hein. Mais on a du muguet quand même hein, chez nous. Ah bah oui, quand même, un petit peu. Et vous en avez offert autour de vous? Oui, bien sûr. Bah, ouais, mais enfin bon, moi j'en offre plus. Je trouve ça tellement cher que je l'ai fait pousser chez moi et comme ça, Ben ça voilà. me coûte pas cher et c'est parce que je trouve que c'est vraiment devenu incroyable les prix. Ah bah les du prix muguet. c'est hallucinant. oui, ça. Moi Ah je oui. propose que vous les fassiez pousser, vous les vendiez aux gens à qui vous les offrez. Ça, c'est un Je joli les fais cadeau pousser qu'on se et fait je les quand même. offre. Et comme ça, il n'y a pas d'argent. Voilà. Alors écoutez, avec Philippe, on a choisi une chanson du jour, et ben c'est celle-ci. Philippe Bilger lève le poing, non? Pas du tout. Devant Joseph, c'est pas très valable. Alors, j'enlève la dimension politique. Je trouve que le chant est très magnifique. Il est magnifique. Voilà, Le chant est beau. le chant est très non pas de, non. Les paroles, c'est moins bien. Quand Voilà. on appelle à fusiller des gens dans le dos, Ah bah, c'est pas terrible. c'est pour ça que je veux parler de la musique. Mais c'est une chanson écrite par un Français, Eugène Potier. Voilà, c'est ça. Les amis, on vous souhaite la bienvenue. Ça démarre bien cette journée de mobilisation sur Sud Radio. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Monsieur le procureur veut requérir contre ceux qui refusent la personnalisation en politique et dans le syndicalisme. Oui, je sais que je vais être à contre-courant puisque notamment devant Joseph et peut-être même Madi et par rapport à l'esprit public, il est de bon ton de vanter le collectif, n'est-ce pas? D'ailleurs, un collectif exemplaire aux vraies voix. Mais regardez à quel point les syndicats non seulement ont réussi à dominer l'actualité ces derniers mois, mais ils ont réussi à le faire bizarrement, pardon Joseph, par une personnalisation accrue. Je reviens sur mon héros depuis quelques mois, c'est Laurent Berger qui a encore été remarquable hier au grand jury. Sophie Binet, pour laquelle j'ai moins d'enthousiasme que Françoise de Roy, est tout de même une femme de caractère, une grande personnalité. Celle qui va succéder à Laurent Berger me paraît très remarquable. Dans le syndicat de Joseph, il y a quelqu'un de très bien. Je veux dire, ces banalités me permettent de dire qu'en politique, comme dans le syndicalisme, malgré la volonté de jouer collectif, de travailler en équipe, il n'y a rien qui se fait s'il n'y a pas une incarnation exemplaire ou non. On pourrait parler de votre parti préféré, mon cher Philippe, les LR, dont vous dites toujours du bien. Je suis juste réaliste avec eux. Voilà. Vous êtes d'accord Ah oui, avec ça qu'il absolument, faut je suis assez une d'accord. personne Il faut qui une incarne. incarnation. Il faut qu'une personne incarne la parole, elle incarne le pouvoir. Et pour revenir au LR, eh ben, évidemment, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation aujourd'hui. Donc très difficile d'aller chercher des militants, de les remettre en marche. Joseph Louvenel. C'est vrai que quand on me parle de l'incarnation en disant Joseph, moi je pense au petit père Staline, ça m'inquiète quand même un peu, mais bon. Je croyais que vous alliez remonter beaucoup plus loin. Ou beaucoup plus haut. Et donc aujourd'hui 1er mai, c'est pour les chrétiens la fête de Joseph, patron artisan, patron des travailleurs. C'est ça. C'est bien d'incarner aussi les travailleurs. Après, effectivement, il faut qu'il y ait une personnalité qui soit à la fois la voix et la représentation d'un mouvement quel qu'il soit. C'est important, et pour la visibilité et aussi pour la cohésion du groupe.
Voilà. Après, il ne faut pas que ça dérive aux leaders maximaux, comme certains que je ne nommerai pas, qui sont très 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 à gauche, Moi, j'ai envie de les nommer, et qui ne décrochent pas. Voilà. Depuis que vous venez aux Vraies Voix, Joseph, Vous je avez crois dit que Jean-Luc Mélenchon, c'est vous ça êtes arrêté en permanence dans la rue, m'a-t-on dit. Mais pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, j'étais sous l'abribus, en train d'attendre pour arriver à Sud Radio. Il y a une brave dame qui m'a dit « Ah, Patrick Monsieur Sébastien. Touvel, je vous vois sur CNews », m'a-t-elle dit. Elle n'a pas dit « J'entends sur Sud Radio ». Ah bah voilà, il fallait lui dire. Ah non madame, Mais c'est je nous lui ai jamais- dit dans 10 minutes. Voilà, Sud Radio. Mais elle a Rendez-vous pris son sur Sud bus. Radio. Et voilà, Magnifique. il n'y a que des vedettes ici. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Félix Mathieu, une autre vedette de Sud Radio, sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu. Puis on va revenir, vous savez, sur ce grand débat. On reviendra sur... on va sur les terres d'Édouard Philippe du côté on du va prendre la Rassemblement direction du National. Havre, oui. Là, on sent qu'il y a une petite bataille. On en parlera dans quelques instants. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On est ensemble avec Philippe jusqu'à 20h. On va traiter, bien entendu, de tous ces sujets. Et puis comme on va parler du Havre, on peut dire que cette émission est à bon port. Ok, super. Salut. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver jusqu'à 20h avec Philippe David. Nous allons parler bien sûr de cette mobilisation et puis de pas mal de sujets aujourd'hui. Dans quelques instants, on va revenir sur le Havre. La gauche peut-elle reprendre les classes populaires au Rassemblement National? On en débat avec des spécialistes et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Alors il y avait Félix Mathieu qui devait être là pour le 3 mots dans l'actu. Pour l'instant, je pense que ou il est tombé dans le couloir ou il s'est passé quelque chose. On va revenir bien entendu dans à peu près entre 19h et 20h, Philippe. On aura sur place des éditions spéciales. On reviendra sur le bilan de cette mobilisation. On fera le bilan aussi des casses, parce que malheureusement il y a beaucoup de bouts de casse. On verra où en sont bien entendu les syndicats aujourd'hui, et on regardera dans l'avenir qu'est-ce qu'on peut attendre justement de l'intersyndical. Est-ce que cet intersyndical est en train de se fracturer ou pas? En bref, on fera ce point entre 19h et 20h. Vous pouvez d'ores et déjà au 0826 300 300 vous inscrire. Et Félix Mathieu est arrivé en courant. Oui. Voilà. Ça va, Félix? Ah bon? C'est pas vrai. Allez, la VAR vous a vu. Allez, bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Et ce sont les 3 mots dans l'actu. Et Félix Mathieu est avec nous. Bonsoir Félix. On fait comme si de rien n'était. Et les 3 mots dans l'actu sont unité, nation et déguisement. Un 1er mai unitaire et combatif contre la réforme des retraites. Les syndicats saluent une mobilisation historique. 550 000 manifestants à Paris selon la CGT, avec déjà des incidents et des violences. Pendant ce temps, le RN renouait avec sa tradition du défilé du 1er mai, sauf que cette année, c'était pas au pied de Jeanne d'Arc, mais chez Édouard Philippe au Havre. Et puis le déguisement de 2 malfaiteurs qui s'en sont pris à une bijouterie parisienne ce week-end. 2 à moto avec un brassard police en mode Bravem. Les vraies voix Sud Radio. C'est une première depuis 2009. Tous les syndicats ensemble un 1er mai. La réforme des retraites les a encore unis contre elle. Bilan des courses, 550 000 personnes à Paris selon la CGT. C'est plus que lors de la dernière mobilisation contre la réforme, 400 000. 100 000 manifestants à Toulouse selon les syndicats, 13 500, beaucoup moins selon la police. Un gros écart d'estimation également du côté de Marseille, 130 000 personnes d'après les syndicats. 11 000 selon la police. Bon, en tout cas, au-delà de ces estimations avec une très grosse fourchette, dans ce cortège marseillais, Basile est venu avec son fils. Vous savez, à Marseille, c'est toujours réussi les manifs. Assez familial, justement. Il n'y a pas de violence. Par contre, il y a une vraie détermination très forte. On sent une grande solidarité, intersyndicale, mais aussi intergénérationnelle. Peut-être que le temps nous y aide un peu aussi. Là, on pense que c'est un point d'orgue. On espère prendre appui sur ce moment pour trouver plus de force dans la durée. Je pense que ceux qui s'essoufflent, ceux qui ont l'air acculés aujourd'hui, c'est ceux qui prennent... Voilà, on voit bien des mesures un peu ridicules pour essayer de masquer en termes de communication les choses, des discours, des façons de faire qui sont... On sent bien qu'eux sont un peu acculés. Au contraire, on a l'impression d'avancer massivement, calmement, fortement ensemble. Je crois qu'on peut tenir comme ça. Des propos recueillis par Lionel Maillet à Marseille pour Sud Radio. Dans le cortège parisien, les leaders syndicaux affichaient encore une fois leur unité, à l'image de la nouvelle chef de la CGT, Sophie Binet, déterminée à obtenir le retrait de la réforme des retraites. On est à un 1er mai historique. Ça fait
peut-être depuis 1936 qu'il n'y a pas eu de 1er mai aussi important en France. Donc on ne peut absolument pas parler d'essoufflement, on ne peut absolument pas parler de pourrissement, et on voit bien que cette journée de mobilisation, elle apporte un démenti cinglant à tous les paris de l'exécutif, au choix que pensait faire le gouvernement de nous imposer de tourner la page. On voit que la page ne sera pas tournée tant qu'il n'y aura pas de retrait de cette réforme des retraites, qui a une détermination à gagner qui est intacte, et ça tombe bien puisqu'il y a une échéance le 8 juin prochain, et que nous entendons bien le 8 juin prochain gagner l'abrogation de cette réforme. Et pendant ce temps, faut-il y voir une brèche dans l'unité syndicale, là où la CGT, on l'entend, n'entend pas répondre à l'invitation d'Elisabeth Borne pour parler travail, pour parler de la suite des réformes? Eh bien, le leader de la CFDT, Laurent Berger, est moins formel, son discours est un peu différent. Aujourd'hui, il y a un monde du travail où la colère est assez présente, où le ressentiment est très présent et qui demande des réponses, évidemment sur le sujet des retraites, mais qui demande des réponses sur la question salariale, sur la question des conditions de travail. Et la CFDT, elle ira discuter. Mais elle ira discuter en considérant que tout coûte plus cher. Et qu'il va y avoir maintenant, sur les conditions de travail, comme sur la question salariale, comme sur la question du dialogue social, que des choses soient mises sur la table qui soient consistantes. Si c'est le cas, on discutera. Si c'est pas le cas, je crois que le gouvernement n'aura encore pas compris. Un propos recueilli par l'agence France Presse. Des affrontements entre manifestants violents et forces de l'ordre ont éclaté à Paris, Nantes ou encore à Lyon, la capitale marquée par ces images d'un policier avec des flammes sur le ventre, un policier secouru par ses collègues. Par ailleurs, l'usage des drones par les forces de l'ordre décidé par la préfecture de police de Paris était contesté devant la justice. Finalement, la justice a donné son feu vert sans restriction pour ce qui est de la capitale à cet usage des drones. En revanche, le tribunal administratif de Rouen a lui limité pour la manifestation du Havre le périmètre et les horaires d'utilisation de ces drones. Réaction, Philippe Bilger? On voit bien, ça n'est pas un vrai désaccord entre les syndicats. Laurent Berger a parfaitement expliqué hier à quel point il considérait que le syndicalisme, c'était la liberté de manifester dans le respect des biens et des personnes, et qu'il n'avait pas de raison de ne pas répondre à l'invitation d'Elisabeth Borne, mais que cette présence de la CFDT n'excluait pas que l'intersyndicale continue à avoir de l'effort. Elle va se réunir, je crois, ce soir ou demain matin pour décider de la suite des opérations. Mehdi Saïdi? Moi, je pense que cette manifestation, cette mobilisation, elle est historique, mais il faut déjà commencer à penser à l'après. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors moi, le gouvernement, je le vois pas du tout reculer. Non. Il ne reculera pas, ça c'est sûr. Oui, parce qu'une mobilisation, on sent qu'il ne se passe rien derrière. Oui, c'est ça, c'est une vraie question. Alors après, est-ce que les syndicats iront discuter? J'ose espérer qu'ils iront discuter, mais sur quelle base? Sur quel fondement? Joseph Touvenel, c'était la dernière manifestation contre la réforme de retraite avant une future mobilisation en juin? Alors la dernière, le 8 juin. Je n'y crois pas. L'intensité, en tout cas, dans les délais. On ne peut pas mettre les gens dans la rue toutes les semaines ou tous les 15 jours, mais il y a des échéances. Il y a le 3, ça a été rappelé, le 3 mai, où il va y avoir une décision importante qui va être prise. Le RIP. Le RIP. Il y a le mois de juin, donc à chaque fois, c'est 10 € dans la machine. Puis le mécontentement, il est là, et il dépasse largement les retraites. Alors après, pour les syndicats, il y a une unité syndicale, mais il n'y a pas un seul syndicat. Il y a en fait deux groupes. Il y a celui qui est plutôt lutte des classes, contestation tout azimut, voire contestation violente. Quand je dis violente, quand on fait des coupures d'électricité, moi je ne l'accepte pas. Et c'est une forme de syndicalisme que je rejette. Et de l'autre côté, vous avez la CFTC, la CFDT et la CGC qui, elles, veulent aller dans la négociation. Ce qu'ils peuvent obtenir, c'est peut-être pas directement sur les retraites, mais une loi travail, ça va être sur la pénibilité, ça va toucher les retraites. Ça n'a pas été réglé. Et il y a bien d'autres sujets, les salaires notamment. On rappelle que le SMIC aujourd'hui a augmenté, mais pas assez. Mais voilà, et donc là, ils veulent saisir l'opportunité en disant ça se passe mal, le gouvernement, vous pouvez pas laisser les choses comme ça, donc on va peut-être arriver à tirer des choses pour les salariés, ce qui me paraît intelligent, et même le rôle des organisations syndicales. Pendant ce temps-là, Félix, le Rassemblement national se donnait rendez-vous au Havre. Oui, on connaissait le traditionnel rendez-vous du FN au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Souvenez-vous, Jeanne au secours, avait dit le père fondateur à l'époque. Le nouveau RN se donne désormais rendez-vous chez Édouard Philippe. Aujourd'hui, c'était donc au Havre pour un banquet, un discours de l'ex-candidate Marine Le Pen qui s'en est pris à Emmanuel Macron et à sa réforme des retraites. Une réforme contestée, il a amené le pays à une crise institutionnelle. Et d'une crise institutionnelle à une impasse politique. Il ne faudrait pas que son entêtement puéril fasse basculer le pays dans le désordre et le chaos, symbole terrible de l'impuissance politique.
l'État ne parvient plus à organiser la visite d'un monarque d'une nation amie. Les ministres n'arrivent plus à se déplacer pour l'inauguration du moindre rond-point. Mais qu'en sera-t-il des JO, qui devraient être une grande fête nationale et sportive? Faut-il s'attendre encore à une nouvelle humiliation? Emmanuel Macron voulait mettre le pays en marche, il l'a mis en panne. 1er mai, synonyme de fête des travailleurs pour les syndicats et de fête de la nation, donc pour ce qui est du Rassemblement national. Et on en parle dans quelques instants avec Guillaume Bernard, politologue, justement avec cette question du jour. Le Havre, la gauche peut-elle reprendre les classes populaires au Rassemblement national? Pour l'instant, vous dites en majorité oui. Et on termine, Félix Mathieu, par ce cambriolage à Paris ce week-end. Oui, cambriolage assez étonnant, cambriolage de la bijouterie. On peut même parler de braquage. Hein. Oui, braquage de la place de la bijouterie Bulgarie, de la place Vendôme, par deux malfaiteurs à moto avec un brassard de police sur la photo de vidéosurveillance. On peut les voir notamment dans le Parisien aujourd'hui en France de ce week-end. On dirait vraiment qu'ils sont en mode brave M, on dirait un déguisement. Ils ont frappé l'agent de sécurité avec la crosse d'un pistolet. Beaucoup de bijoux volés pour cette bijouterie qui s'était déjà fait voler 10 millions d'euros de bijoux en 2021, place Vendôme, dans le 1er arrondissement de la capitale. On se souvient de Kim Kardashian qui s'était fait braquer une quantité de bijoux énorme. La place Vendôme, qui est pourtant un lieu sécurisé, il y a le ministère de la Justice, il y a l'Élysée à 5-10 minutes à pied. Les braqueurs, aujourd'hui, ils peuvent attaquer n'importe où, en toute tranquillité. Mais ils ont pris des précautions puisqu'ils sont déguisés et la police a compris pourquoi ils avaient pu entrer dans le magasin, mais ça servira au moins de démonstration. Éric Dupond-Moretti, l'insécurité n'est pas un fantasme. C'est bien, c'est que les policiers pourront plus rentrer nulle part maintenant. Et c'est pas seulement qu'un sentiment. La preuve, c'est pas seulement un sentiment d'insécurité. Dans les faits, on voit bien ce que ça donne. Sachant qu'ils sont armés et que c'est dangereux. Il y a la montée de la violence. Comment ? Il y a la montée de la violence qui est quand même très inquiétante. Là, on le voit, ils ne font pas que braquer, ils frappent le pauvre vigile qui est pour rien et qui gagne à peine le SMIC à la fin du mois. Ça, c'est très inquiétant, cette montée de la violence que l'on trouve partout, y compris dans les beaux quartiers, ce qui va peut-être faire réfléchir nos autorités. Et les au nez, à la barbe de tout le monde, parce qu'il y a du monde sur ce. En tout cas, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure pour ce qui clique sur les réseaux sociaux. On va revenir sur le Havre. La gauche peut-elle reprendre les classes populaires au RN? Et pour l'instant, vous dites en majorité oui. Sur notre compte Twitter, et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On va en parler dans quelques instants avec nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Si vous venez de nous rejoindre, si vous êtes dans les manifestations, peu importe où vous êtes, dans quelle ville, vous pouvez nous appeler pour nous en parler. 0826 300 300. On vous accueille avec joie, avec Philippe Bilger qui est avec nous, avec Madi Saïdi qui est avec nous et Joseph Touvenel qui est avec nous aussi. On va évoquer bien entendu les manifestations et on va parler surtout du Havre. Et tout de suite le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le Rassemblement national, lui, réunit ses troupes au Havre aujourd'hui. Venir au Rassemblement national aujourd'hui, c'est une fête qui est très commune chez nous, surtout le 1er mai. Donc oui, ça fait partie des événements les plus importants du Rassemblement national. Le 1er mai est chômé et férié par décision du maréchal Pétain en 1941. Donc quelque part, en faisant la fête de la nation, le RN revient subrepticement à cette tradition politique, cette matrice politique. Après, ils le font au Havre. Marine Le Pen se cherche un adversaire maintenant pour 2027, Édouard Philippe. On est au Havre, on est dans une ville où on est attaché à la liberté d'expression. Le Front National a choisi de venir au Havre. Il s'exprime librement, même si je ne suis d'accord sur rien avec eux. Notre projet, mes chers amis. Parce que c'est notre projet. Un projet de redressement national. Redressement moral dans un pays en proie au doute. Redressement de nos valeurs. Redressement de l'État. Redressement économique au moment où, après des décennies d'hégémonie, le mondialisme cède devant les logiques de protection. Redressement social, parce qu'il n'est pas de paix civile, pas d'harmonie sociale sans paix sociale. Et pour ce 1er mai, Marine Le Pen veut parler au monde du travail et aux Français les plus modestes. Quoi de mieux que d'organiser une fête de la nation pour la paix sociale au Havre, ville ouvrière et fief d'Édouard Philippe. Une stratégie qui n'a pas échappé au leader de la CFDT. Écoutez ce qu'il a dit.
Mais Madame Le Pen, elle a compris une chose. Elle a compris qu'une partie de son avenir se joue sur le ressentiment social, donc elle va le cultiver. Elle s'en fout des travailleurs et des travailleuses. Elle s'en fout complètement. Ce sera jamais l'ami des travailleurs, jamais l'ami de la démocratie, jamais l'ami d'une société beaucoup plus ouverte. C'est mortifère. Le Rassemblement national est mortifère. Et c'est cet avertissement-là, c'est pas au Rassemblement national qui nous écoutera pas que je veux le lancer. C'est à tous les autres partis politiques, y compris à ce gouvernement. Le ressentiment social, le mépris affiché pendant cette période qui s'est transformé en colère, il a un débouché électoral qui est mortifère, qui peut être le Rassemblement national. Si on veut lutter contre ça, il faut revaloriser le travail, revaloriser les travailleurs et les travailleuses. Et dans cette ville ouvrière qui est Le Havre, avec ce bastion syndical, il y a les dockers du port, il y avait la CGT Renault à Sandouville. Est-ce que, pour vous, la gauche peut arriver à reprendre les classes populaires au RN qui les a raflées lors de la dernière présidentielle? Dans toutes les bastions ouvriers, ou presque, le RN est arrivé en tête. Vous pensez oui, vous pensez non. Dans tous les cas de figure, vous appelez le 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites non. Hein. Je vous ai dit oui tout à l'heure, mais je vous ai dit une bêtise, comme d'habitude. C'est non à 85%. Vous pouvez bien entendu continuer de commenter. Et notre invité du jour, c'est Guillaume Bernard qui est avec nous, politologue, auteur du livre Le Mouvement d'Extrogir aux éditions Desclés et Brouwer. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct bonsoir, sur Sud Radio. Déjà, faire un petit point avec vous, Philippe Bilger, justement, sur Seine-Maritime, la Normandie. Pour l'instant, il n'y a aucun élu RN et aujourd'hui, forcément, c'est le moment où ils vont essayer d'aller chercher des voix. Après avoir vanté Laurent Berger, je pense qu'il a tort lorsqu'il affirme, c'est son expression, que Marine Le Pen se fout des travailleurs. Ça n'est pas exact. Mais je vois bien le bénéfice que Marine Le Pen peut tirer en allant au Havre. D'abord, il y a une réaction, encore une fois, pardon de ces appréciations psychologiques, pleines de classe d'Édouard Philippe. Il n'a rien qui le rapproche du Rassemblement national, mais il est correct. Deuxième élément, Marine Le Pen a compris qu'elle ne pouvait plus rien tirer de Paris sur le plan du 1er mai. On le sait bien, le risque de conflit, d'exclusion, d'ostracisme. Donc elle va au Havre, vous avez rappelé cette histoire ouvrière, populaire, et elle se met probablement avec une sorte de fierté au niveau de quelqu'un qui pourrait être demain l'un des adversaires, puisqu'elle a refusé de débattre avec celle qu'elle appelle les sous-fifres, les ministres. Et donc, dans tout cela, il y a une volonté à la fois de se démarquer, de parler du Rassemblement national au Havre et de montrer à quel point, elle cherche à se distinguer et jusqu'à maintenant, elle n'y réussit pas trop mal. Madi Saïdi, quand elle dit, Jordan Bardella dit, nous sommes au Havre chez nous, c'est un peu provoque quand même. C'est provoque, effectivement, c'est provoque parce qu'il sait bien que le Havre n'a jamais été une terre favorable au RN, mais je pense que c'est aussi une manière de dire que finalement, il n'y a pas de zone de non-droit pour le RN. Il n'y a pas de lieu. Une zone de non-vote. Absolument, une zone de non-vote d'ailleurs, c'est bien dit. Et c'est aussi une manière, je pense, de continuer la dédiabolisation qu'elle faisait, parce que le 1er mai, Jeanne d'Arc était tellement connotée, donc elle continue sa dédiabolisation en allant vers les classes populaires, et là elle va carrément les voir sur leur territoire. Vous voulez réagir, Philippe a tweeté, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Joseph Touvenel, c'est vrai que le RN a beaucoup percé dans des terres ouvrières comme l'Est, comme le Nord-Pas-de-Calais, l'ex-Nord-Pas-de-Calais, maintenant c'est les Hauts-de-France, mais pas en Normandie. Est-ce que pour vous, si elle arrive à percer sur l'ouest de la France, elle sera aux portes du pouvoir ? Bien sûr, mais c'est un enjeu fort. L'Ouest, traditionnellement, c'est une terre, on va dire, démocrate chrétienne, c'est-à-dire que ça votait plutôt socialiste centriste ou plutôt droite centriste. Elle tente une percée. Si ça marche, ça veut dire qu'il n'y a pas que les ouvriers, parce que les ouvriers, maintenant, la classe ouvrière est ultra minoritaire. Oui. Ça veut dire que avec 9% du PIB dans l'industrie, les ouvriers, il n'y en a plus tant que ça. Ça veut dire qu'une grande partie de la classe moyenne rejoint le Rassemblement national, ce serait ça. Et puis elle va affronter directement Édouard Philippe, qui est potentiellement, peut-être, un candidat à l'Élysée. Et je pense que ce qu'elle veut rappeler aussi, il n'y a pas que les problèmes économiques, mais elle va rappeler qu'Édouard Philippe, c'était lui qui a mis en place la muselière administrative au moment de la pandémie, les laisser passer. Et ça, elle veut
Elle a commencé à en parler, elle va en parler en disant regardez Édouard Philippe, l'image qu'on vous en donne, la réalité quand il était au pouvoir, c'était ça. Et avec nous, Guillaume Bernard, quand on voit forcément le RN au Havre, on a l'impression que finalement ils enjambent cette réforme des retraites, cette manifestation. Le cap, c'est 2027, déjà, un temps d'avance. Oui, je pense que vous avez raison. Il y a le fait de choisir un adversaire, ou du moins d'identifier un adversaire potentiel en 2027, c'est effectivement l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et puis, il ne faut pas oublier que le Rassemblement national a véritablement décuplé ses scores en réussissant à capter l'électorat de ce qu'on appelle désormais la France périphérique, c'est-à-dire la France des provinces, la France des villes moyennes. Et donc, évidemment, choisir le Havre, c'est à la fois désigner Édouard Philippe comme un potentiel adversaire, mais aussi, évidemment, s'adresser à cet électorat, non pas des métropoles, mais des villes moyennes, des villes déshéritées, des villes où il peut y avoir un démaillage des services publics qui va être réceptif à son discours. Est-ce que tout de même, Guillaume Bernard, ça ne risque pas d'aggraver un petit peu le grief qu'on formule à l'encontre du Rassemblement national, d'avoir eu un comportement évidemment impeccable à l'Assemblée nationale, notamment par rapport à LFI, mais au fond de n'avoir pas manifesté contre les retraites? Est-ce que au fond, à force de vouloir se distinguer de la masse et notamment d'une multitude qui fait beaucoup de bruit, est-ce que ça ne lui fait pas perdre du crédit sur le plan de la fureur? Les électeurs du Rassemblement national, sans vouloir de la folie, ils aiment bien tout de même une forme d'extrémisme civilisé. Elle ne l'a plus, cet extrémisme? Je pense qu'elle est déjà dans une stratégie de conquête du pouvoir. Donc, dans ces conditions-là, évidemment, elle se dit vraisemblablement que dans la mesure où il y a un débat qui, au Parlement, est perdu, eh bien, il faut anticiper les étapes suivantes. Donc oui, il y a un assagissement du comportement politique du Rassemblement national par rapport à ce qu'il pouvait être auparavant, mais tout simplement parce que l'objectif, c'est de se crédibiliser pour cette fois-ci l'emporter, pas simplement atteindre le second tour de la présidentielle, mais gagner le second tour. À la question générale de cette émission qui est est-ce que la gauche peut reconquérir l'électorat populaire qui est en grande partie, mais pas en totalité, parti au Rassemblement national? Pour moi, la réponse est non. Je pense que les auditeurs de Sud Radio ont raison, et pour deux raisons, si vous me permettez, je développe un tout petit peu. Première raison, il y a toujours eu un électorat populaire qui a voté à droite. La gauche n'a pas le monopole de l'électorat populaire. Il suffit de se souvenir qu'un tiers des ouvriers votaient pour Charles de Gaulle. Donc, il y a des raisons idéologiques, culturelles, morales qui font que les électeurs des catégories populaires ne votent pas forcément à gauche. Ils peuvent décider délibérément de voter à droite. Et puis, il y a une deuxième raison. Même en admettant que les variables socio-économiques soient prégnantes dans le vote, ce qui n'est pas certain du tout, hein. Mais même en admettant que les variables socio-économiques soient prégnantes dans le vote, le patrimoine, ça ne se le principal indice du vote. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus le patrimoine que le revenu qui va expliquer que l'on va voter à droite ou à gauche. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont de très hauts revenus qui votent à gauche, tandis que des gens qui ont un très bas revenu, les agriculteurs par exemple, ont un patrimoine et vont voter à droite. Or, et c'est là où je veux en venir, le professeur Dominique Régnier et d'autres, mais notamment Dominique Régnier, a démontré que le patrimoine, il n'est pas que matériel, il est aussi immatériel, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'histoire, de l'identité, de la culture, de la langue, du mode de vie. Autrement dit, la question du patrimoine qui est prégnante dans le vote, même si ça n'est pas forcément le plus important, mais qui est prégnante dans le vote, cette question du patrimoine, ça n'est pas que le niveau de vie, c'est aussi le mode de vie. Et donc, par conséquent, il est vraisemblable que ceux des électeurs qui ont basculé vers le Rassemblement national ne retourneront pas à gauche, même si la gauche semble être plus efficace
ou plus actives dans la rue pour défendre le niveau de vie, parce que tout simplement, dans le patrimoine, il y a le patrimoine immatériel, il y a aussi le mode de vie. Et donc, ceux qui ont basculé vers le Rassemblement national ne retourneront pas à gauche. Mais est-ce que les dissonances à gauche, du côté de la NUPES, peut aussi faire en sorte de vidanger un petit peu le mouvement vers le RN? Est-ce qu'à un moment donné, dans cette trajectoire ou dans cette dispute au sein de la NUPES, est-ce qu'il va forcément y avoir des dégâts aussi? Oui, alors évidemment, s'ils montrent une incapacité à s'unir, notamment par exemple aux européennes, ils vont apparaître comme étant uniquement un cartel électoral et pas une force politique alternative de gouvernement. C'est sûr que le Rassemblement national, tout en étouffant un certain nombre de voix dissonantes en son sein, apparaît comme étant plus uni, comme étant une force politique plus vraisemblablement capable d'exercer le pouvoir de manière unifiée, ce qui ne semble pas être le cas de la gauche. Et puis, je voudrais quand même rappeler qu'il y a une chose importante, c'est-à-dire qu'on peut adhérer à un syndicat pour défendre les intérêts, je dirais, des travailleurs, les intérêts des salariés, sans que, normalement, cette adhésion syndicale ne conduise à un vote politique. La tradition du syndicalisme en France, c'est depuis la charte d'Amiens, hein, et je parle en marchant sur des œufs, puisqu'il y a quand même Joseph qui est plus compétent que moi sur cette question. Mais enfin, la charte d'Amiens, c'est quand même le fait que le syndicalisme est là pour défendre des intérêts, je dirais, du travail. Et pas défendre des causes politiques. Donc là, quand on a entendu le secrétaire général de la CFDT, la CFDT, je dirais, prendre des positions vis-à-vis de Marine Le Pen, comme quoi elle serait, je dirais, un obstacle à la démocratie ou antidémocratique, je pense que là, il se trompe totalement de registre et que son discours n'aura strictement aucun impact. On peut avoir des gens qui adhèrent à des syndicats dans une entreprise pour défendre les intérêts des travailleurs, sans que pour autant la position de la centrale nationale ait un quelconque impact sur le vote. On retrouve notre auditeur du jour, Philippe de Libourne. Rebonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Est-ce que pour vous, la gauche peut reconquérir les classes populaires au RN? 85% des votants sur Twitter, sur le Twitter de Sud Radio disent non. Moi je dis non aussi, et pour deux raisons. La première, en fait, c'est la question migratoire qui est toujours pas réglée. Et tant qu'elle ne sera pas réglée, il y aura impossibilité que les masses populaires reviennent dans la gauche. Ça, c'est la première. Et la deuxième? La deuxième question, c'est l'Europe. Les gens se sont aperçus que l'Europe, avec tous les scandales qui vont arriver, la politique internationale, le Covid. Là, les gens se sont aperçus que l'Europe, c'était vraiment, on nous avait vendu un truc et que c'est pas du tout ce qu'on nous avait vendu. Et la gauche est toujours européiste, alors que les gens sont de moins en moins européistes. Donc, ces deux facteurs qui convergent. Donc la question migratoire qui influe énormément sur les conditions de travail. Les masses populaires, elles sont victimes de cette migration. Et du coup, quel que ce soit d'ailleurs, même les immigrants récents, ils sont impactés par les migrants nouveaux. Donc en fait, c'est un flux de votants qui va rejoindre Marine Le Pen. On va poser la question. Restez avec nous, Philippe Bilger, vous vouliez réagir. Je rajouterais une troisième raison à ce que vient très bien de dire Philippe, la question migratoire. Il parle de l'Europe, mais très naturellement, le sentiment populaire majoritaire veut de la sécurité, veut de la rigueur, veut du régalien, et je ne suis pas persuadé que la gauche et l'extrême gauche soient véritablement les mieux placés pour promouvoir ces valeurs-là. Madi Seydi, la gauche qui n'a pas voulu regarder en face l'immigration, l'insécurité, l'Europe, est-ce que quelque part, la balle lui a pas explosé au visage? Absolument, moi je pense qu'il y a aussi tout simplement une prise de conscience des citoyens français de ce qu'est réellement la gauche. Voilà, il y a tellement de classes populaires qui ont voté pour la gauche. Tout ce qui était issu de l'immigration, pendant longtemps, quand on avait mon faciès, quand on était issu de l'immigration, il fallait être de gauche. Parce qu'on avait il fallait être de gauche, voilà. Oui.
C'était comme ça. Et pendant des années, alors, ça a marché à un moment. Et aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience des classes populaires, des descendants d'immigrés, que finalement, la gauche est peut-être là sur les combats, elle est peut-être là sur les mots, mais dans les actes, ça n'est jamais ça. Jamais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on lui doit, la gauche est responsable ça veut dire de ce qu'on vit en France. Elle s'est servie, justement. Elle s'est servie, mais enfin, à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Si on a connu la marche des beurs, je connais un petit peu les quartiers dans lesquels j'ai beaucoup milité, et la vérité, c'est que tous ceux qui ont participé à cette construction à l'époque sont tous déçus. Ils ont tous l'impression d'avoir été même pas idéologie, mais pas d'acte. La gauche s'est servie d'eux, et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont tous partis ailleurs. Et là où c'est terrible, c'est qu'elle et fils sont en train de refaire la même chose. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Joseph Touvenel. En fait, si on se met quelques décennies en arrière, la gauche, c'était le social, la droite, c'était la gestion économique sérieuse, la gauche, c'était l'internationalisme, la droite, c'était plus le patriotisme. Mais les uns et les autres nous ont prouvé que c'était pas vrai. La gauche a abandonné l'internationalisme dans ce qu'il a de réel, c'est-à-dire d'ouverture aux autres, en manipulant des populations d'immigrés. C'est ce qui vient d'être dit, c'est absolument exact. Ils ont utilisé, maintenant ça leur revient en boomerang. La droite, en vote gestionnaire, on voit que les déficits se sont largement créés sous la droite. Donc tout ça, c'est terminé. C'est pour ça qu'il y a une reconstruction qui se fait et que les gens disent, mais non, on va pas revenir à la gauche qui veut plus rien dire. On n'y croit pas. Ils sont pas plus sociaux que les autres, ni même à la droite, parce que c'est valable pour les LR, qui est pas plus meilleur gestionnaire. D'où le grand point d'interrogation sur qui est en capacité de gouverner avec quel programme. Guillaume Bernard, est-ce que ça veut dire que le RN s'est emparé de sujets dont personne ne veut parler? C'est-à-dire que là, la loi immigration, elle a été repoussée. On a entendu ce que dit Madi Saïdi et Joseph Touvenel sur finalement d'utiliser les idées mais pas l'action pour la gauche. Est-ce que forcément c'est un boulevard aujourd'hui pour le Rassemblement national? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu ce que, je crois, Pierre-André Taguieff avait appelé la lepénisation des esprits. C'est-à-dire que si on retourne dans les années 80 et 90, seul le Rassemblement national, enfin à l'époque Front National parlait de l'immigration, c'était un sujet tabou et il était, je dirais, de toute façon illégitime d'en parler. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la question de l'immigration est un sujet dans la politique. C'est-à-dire que le sujet est légitime, après c'est la manière dont on va le traiter, où évidemment il va y avoir un débat. Donc le simple fait que le sujet de l'immigration soit devenu un sujet légitime dans le débat politique, c'est évidemment une victoire du Front National devenu Rassemblement National qui a imposé un thème. Alors, est-ce que c'est lui qui a imposé un thème ou est-ce que c'est la réalité qui s'impose évidemment aux Français? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la réalité qui s'impose aux Français. Mais enfin, le fait est que ceux qui bénéficient évidemment politiquement de ce que ce thème soit devenu légitime, quelle que soit la manière dont on le traite, c'est évidemment ceux qui ont porté ce sujet-là pendant des années. À cela s'ajoute un deuxième élément, c'est que Mélenchon, en 2017, avait fait une campagne plutôt républicaine nationale, c'est-à-dire, si on veut remonter très très loin, Maurice Thorez qui essaye de réconcilier le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Il était plutôt sur cette ligne-là. Or, il semblerait véritablement qu'au sein de LFI, et c'est la campagne que Mélenchon a fait en 2022, ils aient fait le choix de la défense, je dirais, du multiculturalisme, du communautarisme, de ce que Mélenchon a appelé la créolisation. Et donc, évidemment, il a cédé du terrain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un électorat pour cela, mais il y a quand même une réduction, comme une peau de chagrin, de l'électorat de gauche. Entre les années 70, où le Parti communiste faisait à lui tout seul 20%, et maintenant où la totalité de la gauche, y compris la gauche socialiste, fait 30%, de fait, il y a une réduction de l'espace de la gauche. Il y a un énorme centre mou européiste, libéral, et puis effectivement il y a une droite qui se radicalise et qui élargit son spectre politique. Donc on est face à une tripolarisation, on a un centre macronien libéral qui a d'une certaine manière institutionnalisé la cohabitation de la droite et de la gauche modérée, et toute la question de savoir c'est est-ce que, à la prochaine présidentielle, cette grande
coalition va réussir à faire passer un successeur à Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il va y avoir une alternance? Merci beaucoup Guillaume Bernard, merci de nous avoir accordé une petite partie de votre 1er mai, politologue et auteur du livre Le Mouvement d'Extrogir aux éditions Desclés et Brouwer. Merci, vous restez avec nous dans un instant, le Kikadi Show, le quiz de l'actu, à tout de suite. Et les amis, quelle joie de vous retrouver en ce lundi 1er mai, et je dois avouer que j'ai été gâtée par Philippe Bilger qui m'a offert un très joli brin de muguet. Ma chère Cécile. Mais c'est déjà gentil d'y avoir. Ouais, Philippe David, par exemple, il m'a rien offert, lui. Voilà. Il a apporté un 4 tous les jours, ma chère Cécile, c'est un cadeau somptueux. J'aurais dit c'est une bombe à retardement, mais... Il n'ose pas le dire de lui-même qu'il est un cadeau. Allez, le quiz de l'actu, les amis. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et notre ami Philippe de Libourne est avec nous. Cher Philippe, vous allez devoir choisir votre adversaire. Est-ce que c'est Madi Saïdi, est-ce que c'est Joseph Touvenel ou c'est Philippe Bilger? J'étais vous, je lâcherais Philippe Bilger. Je le lâcherais là. Non, mais moi je vais jouer contre Madi Saïdi parce que je la connais pas trop bien, mais elle a l'air très sympathique. Ouais. C'est vrai. Elle est redoutable. Attention, elle est redoutable. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Allez. Elle a fait ah ouais comme ça avec sa tête. Ah ouais d'accord. Ouais. Donc voilà, vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube et vous abonner bien entendu. Allez, premier Kikadi. Kikadi, je ne pense pas que Madame Binet puisse inverser l'échelle de valeur entre la police et les casseurs. Son mari. Édouard Philippe. Non, pas du tout. C'est un ministre. Attal. Non. Darmanin. Non. Véran. Non. Véran. Il a travaillé avec Darmanin. Oui. Ah mince, qui c'est ça? Qui a travaillé avec Il vient du PS. Du SOP. Bonne réponse. Vous m'avez beaucoup aidé. Olivier J'ai parfois des scrupules à accepter les deux. Non, prenez. Alors qu'on dit que je 2-0 pour Philippe. Philippe est venu au secours de Philippe. Voilà. Second Kikadi. On a trop souvent parlé de la fonction publique comme quelque chose d'abstrait. C'est peut-être le gars là, le ministre de la qui fonction était publique. si mauvais. Voilà. Vous avez totalement raison. Comment ça peut être inconnu qu'on les connaît pas? C'est terrible. Mais je ne connais que lui. Il y a une école à Paris qui s'appelle Très sympa. Il a les mêmes initiales qu'une grande banque française. Ah mince. Société Générale. Oh les amis. C'est dingue. Là, ça vaudra qu'un point. D'avoir oublié ce gars. Il y a une école privée à Paris qui est... Oui, mais Stanislas Guérini. Bonne réponse, alors on met qu'un point à Madi Saïdi parce que là on a tellement... On va vous plaisanter, moi j'aurais mis 0 points. On ait pu oublier Guérini. Allez. Attention les amis, Kikadi, on peut être encore champion. C'est Galtier. Ça ressemble à... Non, c'est le concurrent. Alors, Tudor. C'est une équipe qui... Marseille. Oui, Marseille. J'ai été furieux hier. J'aimais tellement. Ça aurait pu être Emmanuel Macron, mais il n'a pas osé dire ça. Dans mon cœur, Marseille. 3 pour Philippe, 1 pour Madi. Question Kikadi. Kikadi, ce 1er mai est l'occasion pour le RN de parler à tous ceux qui en bavent. Comment il s'appelle ce Bardella? Qui ça, pardon? Non, c'est pas Bardella. Marine Le Pen? Non. Un peu plus au sud. Un peu plus au sud. Il est maire. Il est maire d'une grande ville. Ah mince, c'est le maire de Perpignan? Oui, bonne réponse, le maire de Perpignan. M'a dit Louis Alliot. Non, mais il a dit Alliot. Il a dit Alliot, elle a dit le maire de Perpignan. Non, mais attends, je sais relier les deux. Il a dit Alliot, mais il n'a pas dit Louis. Bon. Je vais faire ma Françoise. Et notre ami auditeur Philippe a dit aussi. Il a dit aussi, oui, donc 2 points. Oui, mais moi je préférais qu'on lui donne le point. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil. Non, mais en plus, il est fair play, mais c'est pas possible. C'est dingue. Si quelqu'un a des nouvelles de Joseph Touvenel, qui nous l'appelle. Merci beaucoup. Si vous pouvez être moins fort, ça me réveille. Joseph contemple tout ça de très haut. Qui a dit d'Emmanuel Macron? Il voulait mettre le pays en marche. Il l'a mis en panne. Bonne réponse. Il l'a mis en panne. Alors là, 4 partout, il faut faire une question subsidiaire. Allez, qui a dit? Ne vous laissez pas domestiquer quoi qu'il en coûte. Si vous êtes des insoumis, des insoumises, soyez-le jusqu'au bout. Mélenchon. Bonne réponse.
de Philippe Bilger. C'est parfois les réponses les plus simples. Allez, petite dernière pour le plaisir. Qui qu'a dit Elisabeth Borne, vous lui parlez, on est face à du vide et il y a de l'écho. Bonne réponse de Philippe Bilger. Le trou est fait. Et j'ai envie de dire, mon cher Philippe de Gironde, vous avez gagné, bravo. Bravo Philippe. Bravo. Allez, on doit tout à Joseph. Merci à Philippe surtout. Ouais, c'est ça. Oui, hein. Dites merci à Joseph, il l'a pas ramené. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, chers amis, avec le coup de gueule, le coup de cœur plutôt. Ouais, c'est un coup de cœur sympathique. Gueule-cœur, j'ai envie de dire. De Philippe David, et ça fait du clic sur les réseaux sociaux, et bien entendu, on parlera de l'actu des vraies voix. Allez, à tout de suite et bienvenue. Et merci d'écouter Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez bien raison de choisir Sud Radio. On espère que tout va bien. Pour ceux qui sont sur la mobilisation, en tout cas, quelle que soit la ville, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Si vous êtes en voiture aussi et que vous revenez de week-end, bien entendu, vous êtes les bienvenus. On vous accueille jusqu'à 20h avec Philippe David. Et puis, dans quelques instants, ça fait du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu et on va revenir sur l'actu des vraies voix, l'actu qu'ils ont envie de porter à l'antenne en direct aujourd'hui avec Philippe Bilger, Madi Saïdi et Joseph Touvenet. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de cœur, coup de gueule sur la réforme de retraite vue de l'étranger. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe, cette réforme, que dit l'international ? Justement, Cécile, le monde entier regarde depuis le début les manifestations contre la réforme des retraites en France. Alors, il y a quelques semaines, un hashtag venu du Royaume-Uni cartonnait sur Twitter. Be more French, soyez plus français, disant que si les Britanniques s'étaient autant opposés aux réformes de Thatcher et de Blair que les Français à la réforme des retraites, peut-être que ces réformes ne seraient pas allées au bout. Les Belges, qui ont la retraite à 67 ans, ne comprennent pas pourquoi les Français se plaignent de passer à 64, mais peut-être ne savent-ils pas qu'avec 43 annuités, celles et ceux qui ont fait des études ou qui ont eu des carrières hachées ne partiront pas à 64, mais à 67, voire plus tard. Mais pour finir, on part outre-Atlantique où l'humoriste Roy Wood Jr. a eu ces mots qui ont fait éclater de rire le président Biden et la First Lady. On écoute. They rioted. Because they didn't want to work till 64. Meanwhile, in America, we have an 80-year-old man begging us for 4 more years of work. Les Français se sont révoltés parce qu'ils ne voulaient pas travailler jusqu'à 64 ans, alors que pendant ce temps, en Amérique, nous avons un homme de 80 ans qui nous supplie de travailler 4 ans de plus. Bon, objectivement, quand on voit l'état du président des USA, on a moyennement envie qu'il fasse un mandat de plus, surtout avec le bouton nucléaire sous le doigt, mais aussi parce que la retraite à 86 ans, ça pourrait peut-être inspirer certains législateurs français. Philippe ? Mais finalement, Biden n'est pas si sénile que ça, mon cher Philippe, contrairement à ce qu'on pouvait croire lorsqu'il se trompait entre l'Ukraine, la Russie, des choses comme ça. Il n'est pas plus nul en géographie que moi. Ouais. C'est le coming out de Philippe Bilger. Oh mince alors. Madi ? Ah ben moi je suis convaincu du contraire. Je suis convaincu qu'il est sénile et je crois qu'il est temps de partir. Joseph Touvenet. On va lui dire, ça lui fera plaisir. Ce que j'ai entendu est tout à fait exact. On se focalise sur l'âge qui ne veut rien dire si on ne met pas la durée. C'est ça. Et sait-on qu'en France, dans les pays d'Europe, la France a quasiment la durée la plus longue avant de pouvoir de cotisation obligatoire avant de pouvoir partir en retraite. Eh ben je veux dire, on n'est pas couché, j'ai envie de vous dire. Ça rappelle le titre d'une émission de télé. En tout cas, la bienvenue tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est le retour de Félix Mathieu. Et dans les top tendances, Félix, sur Twitter, on retrouve Muguet, mais aussi Molotov en ce 1er mai. Eh ben oui, 1er mai unitaire, mais aussi 1er mai émaillé de violence, notamment dans la capitale, avec une vidéo impressionnante partagée sur les réseaux sociaux, celle d'un CRS en flammes. Sur ces images, notamment partagées par le journaliste indépendant Jules Ravel, on voit le policier allongé sur le dos, des flammes sur son ventre. Un collègue se précipite sur lui pour tenter de l'éteindre. Le ministre de l'Intérieur fait savoir que ce CRS souffre de brûlures possiblement graves. Gérald Darmanin qui a tweeté, je le cite, « Si la très grande majorité des manifestants furent pacifistes, à Paris, Lyon et Nantes notamment, les forces de l'ordre font face à des casseurs extrêmement violents venus avec un objectif, tuer
du flic et s'en prendre au bien des autres. Un policier a été grièvement blessé, brûlé à la suite d'un jet de cocktail Molotov. Cette violence doit être condamnée sans réserve. Une image commentée aussi notamment par le syndicaliste policier Mathieu Vallée du syndicat indépendant des commissaires qui s'exclame « Un policier en feu à Paris, combien de temps allons-nous supporter ces factieux en noir qui prennent en otage notre démocratie ?» Ce 1er mai a aussi été marqué par l'invasion de l'hôtel Intercontinental à Marseille, tandis qu'à Nantes, un manifestant a eu la main arrachée. C'est ce qu'indique la préfecture, sans qu'on sache pour le moment exactement ce qui s'est passé. C'est terrifiant quand on voit ce policier en flammes. Bien sûr, mais... On l'avait vu il y a quelques temps. Et d'autres qui sont canardés, puisqu'on le voit sur les réseaux sociaux. En fait, on ne cesse de se féliciter du fait qu'il n'y ait jamais de morts du côté des manifestants, ou même de blessés. Vous avez rappelé tout à l'heure Malik Oussekine, Philippe. Mais en réalité, c'est parce que la police n'utilise jamais à fond les moyens dont la loi lui donne, pardon pour le français, et elle fait preuve de mesure. Si elle utilisait tous les moyens qu'elle a le droit d'utiliser, parfois il y aurait le pire. Madi Saidi, on a appris qu'il était mauvais en géographie, maintenant c'est en français. Il est très bon. C'est une catastrophe. C'est plus ce que c'était. Non, je suis complètement d'accord. Le problème de ces manifestations, c'est qu'on a beaucoup de gens qui n'ont rien à y faire. Je pense au Black Bloc, qui arrivent et on sait très bien pourquoi ils sont là. Ils sont là pour casser du flic, ils sont là pour saccager. Et ça, c'est terrible. Et c'est vrai que je pense que là où c'est compliqué pour la police, c'est qu'il y a ce syndrome, comme tu le disais justement Philippe, de Malik Oussekine. On a peur que ça dérape, on a peur qu'il y ait des blessés. Mais on leur rappelle assez régulièrement. Assez régulièrement. Même si eux, et on pense très peu à ce qui se passe du côté des forces de l'ordre aussi, qui sont là pour la sécurité. Joseph Founel. Il y a deux choses. D'abord, on oublie que derrière les policiers, il y a des familles. Absolument. Et quand on voit la haine qui se développe... Hommes, déjà. Oui, il y a les hommes, les femmes et toute leur famille derrière. Et quand on voit ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans une certaine presse et sur certains médias par rapport à la police, on a l'impression que ce sont des objets qu'il faut faire disparaître. C'est absolument choquant. Et puis il y a tous ceux qui intellectualisent faussement les choses. Enfin, quand Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure parle d'insurrection contre l'arbitraire, il mesure l'importance des mots. Insurrection, c'est ce qui arrive. Alors insurrection, on balance des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Je rappelle que les forces de l'ordre, c'est là pour nous protéger quand c'est un ordre juste. Et même arbitraire, c'est aussi discutable. Ouais. Enfin, les défilés de ce 1er mai a déjà donné lieu à une bataille terminologique. Oui, en cause ce tweet du groupe macroniste de l'Assemblée nationale, un brin de muguet accompagné de la légende. Je cite le groupe Renaissance de l'Assemblée. 1er mai 2023, fête du travail. Fête du travail, une dénomination qui date du régime de Vichy, attaque la gauche qui, elle, préfère parler de fête des travailleurs. L'appellation fête du travail, c'est le régime de Vichy. Pour tous les autres, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des travailleurs, lance le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Et comme en écho, Jean-Luc Mélenchon écrit à peu près la même chose. Le 1er mai, ce n'est pas la fête du travail, sauf sous Pétain, c'est la journée de lutte pour les droits des travailleurs depuis le 19e siècle. Joseph Touvenel, quand on décortique tout, on crée à chaque fois un espèce de petit buzz sur tout et n'importe quoi. Est-ce que il faut supprimer la fête des mères, c'est Pétain qui l'a faite aussi dans ces cas. On vient d'avoir la réponse à la question qui est posée aux auditeurs. Pourquoi les gens disent la gauche récupérera jamais la population, mais pour ce genre d'ânerie. Enfin, fête du travail, fête des travailleurs. On sait tous que le 1er mai en France, Pétain, c'est terminé depuis longtemps. C'est celle du travail. Et d'ailleurs, j'aime bien ce sens de travail parce que c'est tout le monde le travail. C'est évidemment les salariés, mais c'est aussi les indépendants, ce sont les paysans, ce sont les commerçants, ce sont les chefs d'entreprise. Et moi, je préfère qu'on fête le travail qui rassemble tout le monde plutôt que séparé par catégorie. On n'attend pas autre chose d'Olivier Faure. Et puis il faut arrêter cette bataille sémantique. Alors ils sont tous en train de nous faire leur Rousseau là avec cette bataille sémantique. Et il faut arrêter finalement. Oui, c'est la fête du travail, c'est la fête des travailleurs. Qui travaillent, c'est les travailleurs. Et c'est aussi pour ça que la gauche ne sera jamais plus crédible dans ce pays, parce que finalement, au lieu d'agir, on préfère nous faire
une bataille sémantique autour de mots qui honnêtement ne veulent rien dire pour beaucoup de Français. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Et parfois, pardon de le dire, le syndicalisme parle des travailleurs et des travailleuses. On a parfois l'impression qu'il y a une autre France qui ne fait rien. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui n'appartiennent pas à ce registre travailleurs, travailleuses. Et parfois, j'ai le sentiment qu'on coupe la France en deux. J'adore quand vous dites travailleuse, travailleur, vous rappelez Arlette Laguillet. C'est plausible. Elle ferait bien de revenir. Elle était humainement, éminemment sympathique. Éminemment sympathique et très engagée et surtout de conviction, c'était intéressant. Vous restez avec nous, le tour de table de l'actu des vraies voix. Elle vivait la vie qu'elle proposait aux autres. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les excellents, bien entendu, Philippe Bilger est avec nous. Ça va, mon Philippe? Très bien. Vous êtes bien, entouré de Madi Saïdi. Ça va, Madi? Très bien. Je rappelle, conseillère en communication d'influence et auteur de Française, venue d'ailleurs publier chez Stock, et Joseph Touvenel. Ça va, Joseph? De mieux en mieux. Directeur de la rédaction de Capital Il a pu Social. Se reposer lors du c'est ça. Voilà, mais il n'était pas là. Je ne sais pas où il était. Il n'était pas là au Kikadi. Capital Social, ça se passe bien? Ça se passe bien. Voilà. Ouais. C'est Avec toujours le dossier en cours, donc vous allez sur internet, vous faites magazine Capital Social, vous pouvez le commander. C'est sur l'industrie et c'est pas inintéressant. Et le prochain qui sortira au mois de juin sera sur la France puissance maritime. Qu'en fait-on? Alors, moi j'aime bien les gens qui vendent leur magazine en disant ça n'est pas inintéressant. Ben, moi j'aurais dit ouais, c'est génial, c'est meilleur. Non, parce que je reste entièrement modeste. Ah oui. Ce qui n'est pas mon cas, vous avez remarqué. Et la France puissance maritime, c'est pas un sujet démagogique. En tout cas, il faut qu'on y aille parce que la France nous réclame. Allez tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, vous voulez revenir sur la finale de la Coupe de France. Samedi soir, une victoire ou une défaite de la démocratie du côté de Saint-Denis? Voilà, rapidement, un aperçu sportif. Magnifique victoire de Toulouse. Puis-je dire que j'ai trouvé les deux commentateurs absolument nuls. Mais bon, c'est sûr que comment il s'appelle? C'était Djibril Cissé. Djibril Cissé, je l'ai tout retrouvé mauvais comme commentateur. Et sur le plan politique, alors là, un président au profil très bas et un impressionnant service d'ordre qui a montré jamais la moindre image présidentielle. Et j'ai été frappé le lendemain des applaudissements que les responsables du service d'ordre se donnaient et même que certains politiques s'attribuaient en disant c'est formidable, ça a été une totale réussite. Je constate tout de même, à mon avis, qu'en privilégiant la protection et la susceptibilité du président, on a éradiqué le droit pour une opposition non violente de se manifester. Ça, j'ai trouvé ça lamentable et en ce sens-là, c'est une défaite de la démocratie. Madi Saïdi, défaite de la démocratie? Oui, je pense, défaite de la démocratie. C'est marrant, je crois que Philippe Bilger et moi, on est souvent connectés sur ces sujets-là. Oui, je trouve. Ouais. Joseph Touvenel, c'est vrai que sans serrage de main des joueurs, des arbitres, les présidents qui présentent devant la foule, c'est vrai que c'est plus vraiment une Coupe de France comme une finale comme les autres. Le plus inquiétant, c'est que ce qui était retransmis sur les postes de télévision ne l'a pas été sur les écrans géants dans le stade. Qui a donné l'ordre de truquer l'information ? C'est-à-dire qu'on en est à un stade où on truque l'information. Ceux qui sont dans le stade n'ont pas le droit d'avoir l'information qui est des... Alors évidemment, l'apparition du président de la République, ça aurait été sans doute une bronca. Bah oui, mais si on vient, on assume. Ouais. Et puis, attends, il allait dans la France profonde, serrée, c'était pire que ce qu'il aurait vécu là. Hein. C'est clair. Après, ils ont peut-être eu peur justement d'un problème de sécurité avec les problèmes de grille, voilà. Tout cet ensemble. Après, plus un président de la République qui reste dans un souterrain, enfin bon, c'est... Le coup présidentiel était pas très heureux. Ce qui me choque vraiment, c'est cette censure qui a été faite
pour les spectateurs du Stade de France. Quand on en est là à faire de la censure, on commence petitement et ensuite, généralement, ça s'arrête difficilement. Oui, mais est-ce cette censure est légitime si c'est pour éviter en tout cas un problème de sécurité ou pas? Là, il n'y a pas de problème de sécurité. Hein, c'est juste, effectivement, l'image du président de la République. Il y aurait peut-être eu des huées et des sifflets. Il faut assumer, ou alors on ne vient pas. Madi Saïdi, l'impossible réconciliation entre Emmanuel Macron et le peuple français, c'est-à-dire le torchon brûle et c'est fini, quoi. Absolument, même le sport, qui est vraiment un sujet qui a toujours rassemblé tout le monde. Moi, j'aime bien dire, on a la même passion, mais on n'a pas le même maillot. Et bien finalement, même sur ce côté-là, le président Emmanuel Macron n'a pas été capable de se rapprocher du peuple français. Et pourtant, je suis une grande fan du PSG. J'en ai fait des matchs au Parc des Princes, j'en ai fait au Stade de France. Et c'est vraiment une des rares fois où je vois un dispositif de sécurité aussi ambitieux. J'avais jamais vu autant de rangées de policiers devant, d'agents de sécurité. Et finalement, je trouve que quelque part, on a menti aux Français parce qu'on n'a pas montré, ça s'est pas si bien passé que ça. Moi, j'ai vu plein d'extraits sur Twitter où le président a été sifflé. Alors évidemment, malgré qu'il n'y avait pas de sifflet à l'entrée, il n'y avait pas de carton rouge, mais ça s'est pas si bien passé que ça. Donc je trouve qu'on a menti. Et je fais partie de ceux qui d'ailleurs partagent un petit peu l'opinion de l'ONU qui disait que en France, on aurait peut-être, est-ce qu'on irait vers une dérive illibérale. C'est Libé qui en a parlé vendredi. Absolument. Oui. Libé en a parlé et l'ONU parlait de dérive autoritaire. Et je trouve que c'est dommage parce que peut-être que le sport aurait pu être un moyen de se réconcilier, en tout cas à minima, avec les Français, et même ce rendez-vous-là, Emmanuel Macron l'a manqué. Et il y avait beaucoup d'images qui tournaient sur les réseaux sociaux où on voyait Emmanuel Macron rassurer Mbappé pendant la Coupe du Monde et se dire que cette image, elle est ressortie en disant mais les Français, non. C'est-à-dire il ne va pas au chevet des Français, il va au sommet des... Les amis de Macron qui disaient qu'il ne fallait pas récupérer le sport, c'est vrai qu'après les images avec Mbappé en fil de la Coupe du Monde, c'était croquignolesque. Non, mais je pense que les raisons de sécurité, c'était parce qu'on craignait les supporters anglais, je vois pas d'autres raisons. Ah bah oui, ça. Et il y a peut-être quelques Espagnols en plus. Qu'est-ce qu'ils étaient nombreux au Stade de France encore. Oui. Et Joseph Touvenel voulait revenir sur Cameron, enfin cette bataille au Mexique. On parle des légionnaires avec vous. Et oui, il y a 160 ans, plus un jour, le 30 avril 1863, vous avez 65 légionnaires qui sont envoyés pour protéger une grande colonne de ravitaillement avec de l'armement, de la nourriture, des médicaments et plus de 4 millions en pièces d'or. Ils partent, ils marchent forcés dans la nuit, à 7h du matin, ils tombent sur 2000 Mexicains, dont 800 cavaliers. Ça tire, ils se mettent en carré, ils font fuir les Mexicains. Et puis ils voient une hacienda, alors ils vont se réfugier. Ça durera jusqu'au soir où la ferme est incendiée, où ils ont des morts. À la fin, ils restent à 6. À 6, alors leur capitaine qui les commandait, le capitaine d'Anjou, est mort. À 6, ils sortent baïonnettes au canon, charger les 2000 Mexicains. Parce qu'ils n'avaient plus de munitions. Parce qu'ils n'avaient plus les munitions, absolument. Ils restent à 3. Alors il y a des blessés, mais il reste à 3. Et là, le responsable mexicain dit à ses troupes arrêtez, en disant rendez-vous, mais avec beaucoup de respect. Et là, je vais les citer. Quand il demande aux survivants de se rendre, il y a un petit soldat français, petit caporal qui est le plus haut gradé, qui dit nous nous rendrons si vous nous faites la promesse la plus formelle de relever et de soigner notre sous-lieutenant et tous nos camarades atteints comme lui de blessures. Si vous nous promettez de nous laisser notre fourniment et nos armes, enfin nous nous rendrons si vous engagez à dire à qui voudra l'entendre que jusqu'au bout, nous avons fait notre devoir. Les Mexicains le feront et se diront ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. Moi, je trouve que cette histoire de France, il faut la raconter. Elle est belle, elle est glorieuse. Je suis assez fier. Et ces Français, ce sont des Français par le sang versé. Il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère. 147 différentes. Puisque c'est la Légion étrangère. Voilà. C'est les invités des vraies voix vendredi. On les a invités vendredi. On est la seule média à avoir eu le général. Oui, c'est ça. Général Lardet. Et les Mexicains ont respecté jusqu'au bout. Absolument. C'est extraordinaire. Et on n'a jamais fait un film de cette histoire. Et c'est en cela que c'est symbolique cette bataille. Je l'ai radoté, mais c'est à l'amour par certains côtés. Avec Steve McQueen. Absolument. Non.
Ah Non. si, je crois qu'il joue... Non. Ah, c'est pas lui qui joue David Croquette? Ah non, c'est John Wayne. Ouais. Ah oui, C'est John Wayne, vous avez raison, autant pour moi. Autant pour moi. Philippe David s'est trompé. Sur le plan de la mémoire. Il n'y a plus de mémoire. J'ai une prime. Ah non, mais c'est un premier mai exceptionnel. C'est comme le Louis de Funès qui était victime d'agueusie. Alors lui, il est victime de... D'amémoirie. John Wayne, Richard Widmark et Mon Laurent Dieu. Farmer. Exact. Vous savez quoi, Philippe David? Un monde s'écroule. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec le coup de projecteur des vrais voix. On reviendra sur cette 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et on va parler de l'intersyndicale. On va faire ce point général et on va vous poser cette question d'ailleurs. Est-ce que finalement ce 1er mai est historique pour vous? Vous répondez sur notre compte Twitter et vous nous appelez au 0826 300 301 tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, Sud Radio sur le pont ce 1er mai, bien entendu, pour parler des mobilisations aujourd'hui un petit peu partout en France. Et c'est les coups de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour cette 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le mot d'ordre de l'intersyndicale était de faire de ce 1er mai une journée historique. Le pari semble pour l'instant plutôt réussi. Pour le leader de la CFDT, Laurent Berger, ce gros succès de la mobilisation montre le rejet de la réforme et l'aspiration des travailleurs à être considérés autrement par le gouvernement, Philippe. Oui, et le bras de fer avec le gouvernement continue. D'ailleurs, le président de la CFTC a été clair, ce ne sera pas la dernière journée de mobilisation, d'autant que d'autres leviers sont encore possibles. Rappelons qu'après-demain, ce sera la décision du Conseil constitutionnel sur RIP ou pas RIP, et qu'enfin, il y aura une nouvelle journée d'action le 8 juin prochain. Alors, est-ce que pour vous, ce 1er mai est un 1er mai historique? Vous dites oui à une très large majorité, puisque vous êtes 76%. Alors on ira sur le terrain avec Lionel Maillet, correspondant Sud Radio à Marseille, et Violaine Vétillard est avec nous, envoyée spéciale Sud Radio à la manifestation de Paris. Avant de revenir avec vous, nos chères vraies voix, justement, Violaine, vous étiez à Paris aujourd'hui. Racontez-nous ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu. Est-ce que finalement c'était une marche tranquille de mobilisation ou est-ce qu'elle a été rapidement émaillée par de la violence? Oui, non, il y avait beaucoup de monde qui était présent aujourd'hui sur la manifestation. Pas mal d'échauffements avant même le début de la marche. Il y a quand même eu quelques pétards, quelques affrontements avec les CRS, des fumigènes qui ont été lancés, des lacrymogènes également du côté de la police. Mais sinon, dans le cortège, toujours la même ambiance, assez conviviale, beaucoup de monde qui chante, qui danse. Familial avec des enfants? Moins d'enfants que sur les autres manifestations quand même. Ouais. C'était plus des jeunes, et puis on sentait quand même une certaine colère des gens qui sont venus manifester, même si la plupart étaient là bien sûr pacifiquement et pour marcher, pour montrer qu'ils étaient mobilisés. Voilà. Vous avez vu des Black Blocs à l'œuvre, Violaine? À l'avant de la manifestation, oui, comme sur toutes les manifestations. Hein, c'est pas plus que d'habitude. Peut-être un petit peu plus, parce que bien sûr aujourd'hui il y a plus de monde aussi que sur les autres manifestations. Mais il y en avait après comme dans les autres manifestations. Sur les chiffres, est-ce qu'on a l'impression que la mobilisation était plutôt en hausse ou plutôt légèrement en baisse? En tout cas, de ce que j'ai remarqué sur le terrain, j'ai vu plus de monde. Plus de monde dans les rues, plus difficile de circuler. Il y avait quand même pas mal de monde aujourd'hui. Est-ce que c'est réussi, Joseph Touvenel, pour vous aujourd'hui, quand on fait le bilan dans la mesure où il y a un gros rassemblement après des semaines et des semaines de rassemblement et de manifestations, donc il y a un épuisement. Les gens se sont mobilisés. Alors les chiffres, on pourra toujours en discuter, mais voilà, ce qu'on entend, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Ce qui est regrettable, c'est ce qui se passe avec l'extrême gauche, qui fait d'ailleurs le jeu à la limite du gouvernement. Hein. Ce sont les alliés objectifs. Et puis, franchement, ils ont attaqué un copy-top. Vous attaquez un copy-top, un magasin d'imprimerie, photocopie. Où est le geste politique? Le geste de la bêtise, il y est. Ça, c'est le raté. Et sinon, la manifestation, ce qu'on peut regretter, c'est que les parents viennent beaucoup moins avec les enfants parce qu'il y a ce risque de débordement. Oui. Et on le comprend. Mais sinon, oui, on peut dire historique. Alors, en même temps, c'est une manifestation faite du travail, donc on est peut-être sur un autre registre. Mais souvent, les gens venaient quand même avec des enfants sur les épaules ou avec une poussette. Là, ils renoncent parce qu'il y a ce risque. C'est quand même historique. La meilleure preuve, c'est qu'on en parle énormément dans tous les médias. C'est donc qu'il se passe quelque chose par rapport aux années précédentes, le 1er mai. Hadi Saïdi.
Oui, je pense qu'elle est historique parce que d'abord le mouvement tient, ça commence à faire longtemps. Les syndicats sont encore copains des uns et des autres. 13 fois. Donc ça commence à vraiment à avoir du sens. Et je pense qu'elle est historique parce que le mouvement ne s'essouffle pas. Le mouvement s'essouffle pas. On a vu Paris direction Marseille. Bonsoir Lionel Maillet. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir Philippe. On a dit qu'une sardine, il y a quelques années, avait bouché le vieux port. Est-ce que... Bonsoir Lionel, pardon. J'en peux plus des Philippe, je vous le dis, hein, c'est plus possible. À part Philippe Bilger. Merci pour moi. Et nous envahissons. Est-ce que le cortège a bloqué la Canebière ? Alors, c'était en l'occurrence, c'était sur le Vieux-Port, sur la Porte d'Aix, mais oui, il y avait énormément de monde, 130 000 personnes selon les syndicats, vous savez qu'il y a un écart toujours énorme avec la préfecture ici, 11 000 hein, selon la police. J'ai regardé les chiffres de l'année dernière, alors évidemment ça n'avait rien à voir, mais c'était quand même le 1er mai, 15 000 personnes d'après les syndicats en 2022, vous imaginez aujourd'hui donc 130 000, c'était énorme et contrairement à ce que vous disiez par rapport à Paris, là à Marseille c'était très familial parce qu'on sait que ça se passe a priori toujours bien et c'était le cas aujourd'hui à Marseille. Ça s'est passé très bien, bonne enfance ou avec une météo qui était très favorable aussi. Et on a vu beaucoup de parents venir pour la première fois avec leurs parents pour leur montrer comment ça se passait, qu'on pouvait défiler tranquillement et revendiquer sans casser de vitrine ou sans s'attaquer à des banques. Et les syndicats étaient soudés plutôt ensemble ou très présents ? Très présent et c'est l'unité, c'était la CGT en tête comme d'habitude à Marseille et c'était l'unité affichée parce qu'on dit que ça va continuer dans tous les cas, c'est pas possible que ça s'arrête là. C'est vrai qu'il y a le Conseil constitutionnel après-demain, il y a la loi d'abrogation en juin, il y a encore des manières de s'accrocher, de se dire bon ben ça va continuer, même si certains se disent aussi que c'est long, que ça commence à faire long, 13 manifestations parce qu'il y avait des gens qui viennent depuis 13 fois là et ça commence à peser dans le salaire hein, forcément, mais il y a encore des raisons d'y croire donc voilà, il y a encore l'espoir. Vous avez manifesté à Marseille, à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Strasbourg, à Brest. Appelez-nous au 0826 300 300 pour venir témoigner. Philippe Bilger, vous vouliez réagir ? Non, je voulais demander à Lionel, mais s'il y avait beaucoup de slogans... Oui, non, mais vous laissiez penser que j'avais une vérité définitive à dire. Non, je voulais demander à Lionel s'il y avait beaucoup de slogans anti-Macron, tout de même. Alors... Pas de slogan, mais il y a des pancartes, Philippe. Il y a énormément de pancartes. Il y avait même sur un camion d'Enedis, des énergies, un tombeau, un cercueil qui représentait avec écrit Emmanuel Macron et la réforme. Donc ça en dit long, évidemment. Et c'est celui qui revient dans toutes les conversations en nous disant c'est plus le président, c'est le méprisant. On est venu avec les casseroles. Ça, c'est aussi une nouveauté d'ailleurs, les casseroles. On les avait pas vues dans les autres manifs. Maintenant, ça se généralise. Et des gens qui viennent avec leurs petites casseroles pour dire ben voilà, moi je veux me faire entendre de ce président. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, au-delà de l'unité syndicale ou pas dans les prochains jours, ce qui va se passer, c'est ces gens nous disent, même s'ils ne sont pas syndiqués, nous on va aller mettre la pression à ce président-là, chaque déplacement, dans les stades, partout où il ira, on ira lui mettre la pression et c'est comme ça qu'on va finir par gagner. Est-ce que, Lionel, pardon, est-ce qu'on entend parler du RIP, Conseil constitutionnel, le 3 mai par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'ils attendent aussi ? Non, parce qu'ils ont été sacrément refroidis par la première fois il y a 2 semaines. Et la deuxième tentative, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils entendent dans les médias, c'est que ça a peu de chances d'aboutir. Donc non, honnêtement, ils ne se raccrochent pas à ça. S'il y a un espoir, c'est peut-être celui de la loi d'abrogation le 8 juin prochain. Voilà, exactement. Mais c'est pas honnêtement du Conseil constitutionnel où les gens ont été quand même assez échaudés. Hein. Violaine Destières, il y avait des slogans anti-Macron à Paris aussi, outre les slogans habituels d'un 1er mai ? Pas tellement. Par contre, on a eu aussi des casseroles et des ustensiles de cuisine pour faire du bruit, pour montrer qu'ils étaient là et que oui, ils étaient aussi présents à Paris. Avec 0826 300 300, Philippe qui nous appelle de Libourne. Notre vrai mot du jour. Bonsoir Philippe, sur ces mobilisations. Oui. Alors sur ces mobilisations, alors moi j'ai l'impression qu'il y a 2 sortes de personnes, enfin 3. C'est-à-dire il y a 3 camps en fait. Il y a le camp de ceux qui ont pas voté Macron. Vous êtes en haut-parleur ou pas ? Non, pas du tout. Ah, vous avez le téléphone à l'oreille ? Oui, tout à fait. Levez la main droite et dites je le jure parce que j'ai pas l'impression. Il n'y a pas un oiseau à côté de vous par hasard ? Ah oui, il y a des oiseaux. Oui. Ah bah c'est ça. Parce qu'on entend. C'est joli comme tout. Alors, je rentre un peu. Alors oui, en fait, il y a 3 sortes de personnes. Il y a ceux qui ont voté Emmanuel Macron comme moi, contre Emmanuel Macron, pardon, comme moi, et qui en fait, parce que c'était la seule mesure qu'il avait annoncée et que moi j'étais contre, donc j'ai voté contre lui. Donc j'ai voté tout sauf Macron.
Ensuite, donc ceux-là, en général, ils sont restés à la maison. Et il y a ceux qui n'ont pas voté, qui ont voté pour Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, et qui maintenant, ils se rendent compte qu'ils se sont fait un peu avoir. Et donc, du coup, ils essayent de rattraper le coup dans la rue. Mais ils vont avoir aussi encore une deuxième fois. Et puis, il y a les troisièmes, ceux qui ont voté Macron. Donc, eux, ils restent à la maison aussi au chaud. Oui. Donc, en fait, je pense qu'il y a 80% de la population qui n'est pas contente. Mais il n'y en a qu'une partie qui est dans la rue et l'autre qui est restée à la maison parce que de toute façon, eux, ils ne sont pas concernés puisque eux, ils ont fait le boulot lors du vote. Oui, c'est ça. Parce que je rappelle que quand on vote, on vote pour des idées et on vote pas pour faire des barrages ou je ne sais quoi. Absolument. Lionel Maillet retourne sur le terrain à Marseille. Lionel, est-ce que les gens sont résignés finalement? Parce que forcément, on se dit que la réforme des retraites, ils ont bon continuer à la demander, la CFDT, mais est-ce que c'est pas en vain? Non, honnêtement, ils ne sont pas résignés. En tout cas, ceux qui manifestent, et vous imaginez évidemment que ce sont les plus déterminés parce qu'après 13 journées de mobilisation, ça veut dire qu'on a encore l'espoir. Et non, ils ne sont pas résignés parce qu'ils ont l'exemple du CPE et de toute autre chose et qui se disent, voilà, ça peut encore, il y a encore une moyenne de me faire machine arrière. Comme je vous le disais tout à l'heure, on pense à cette loi d'abrogation en juin. On se dit que de mettre la pression au président à chaque déplacement, ça sera invivable pour lui pendant 4 ans et qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre se mettre autour de la table et négocier. Et ça, c'est ce qui revient effectivement dans les discussions, même si ils ont été refroidis là aussi par la première réunion avec Elisabeth Borne où il n'y avait pas de volonté véritable de tendre la main, mais en se disant cette fois-ci il va peut-être falloir y aller parce que comme le dit Laurent Berger à la CFDT, des manifestations pendant 6 mois, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? C'est vrai qu'aujourd'hui on a senti quand même une impulsion en se disant que c'est pas un baroud d'honneur, c'est même peut-être le tremplin sur autre chose, mais manifester chaque semaine, on voit que ça porte pas ses fruits. Il faut peut-être essayer de se mettre autour de la table, mais est-ce qu'on va vraiment négocier avec ce gouvernement-là? Ça, c'est toute la question. Joseph Touvenel. J'ai une question à notre juriste, là, Philippe Bilger, concernant le référendum d'initiative. Il n'est pas bon en géographie, pas en français et en droit, n'en parlons pas. Nul. Sur le référendum d'initiative populaire. Moi, j'étais très choqué Partagé, oui. On peut espérer qu'il est populaire. La décision du Conseil constitutionnel, il me semblait que c'était dans les clous. Alors évidemment, le président du Conseil constitutionnel, c'est quand même quelqu'un qui a choisi de partir à la retraite à l'âge de 58 ans. Donc il aurait pu s'abstenir. Mais juridiquement, qu'est-ce qui ne tenait pas dans ce qui a été fait et qu'est-ce qui risque de ne pas tenir dans le prochain? Sinon, si c'est un outil qui a été mis en place pour qu'on ne s'en serve jamais, faut le retirer de la Constitution. J'ai cru comprendre, mais je pense que Cécile et Philippe m'a dit, bien sûr, et même notre amie Violaine, je crois qu'en réalité, la première fois, ça a capoté parce qu'on ne savait pas exactement sur quoi il devait porter, puisque le changement souhaité n'était pas encore réalisé. Je vois que je suis encore plus limpide que le Conseil. Ce qui veut dire que la loi ayant été promulguée... Et je crains le 3 mai, c'est toi qui l'avez dit. Dans cette bonne logique, le 3 mai, ça devrait passer. C'était ce qu'on croyait lorsqu'on a entendu le jour même, mais apparemment tous les bruits, même des partis politiques concernés, disent qu'il y a très peu de chances que le petit changement n'est pas suffisant. Est-ce que c'est une réponse politique que fait le Conseil constitutionnel ou une réponse de droit? C'est droit. C'est ce que les gens aimeraient bien savoir. C'est toujours la même question. Joseph Touvenel, 4 ans comme ça. C'est ingouvernable. Il va bien falloir qu'il se fasse quelque chose. C'est intenable en France, mais c'est intenable vis-à-vis de l'étranger. Regardez la note de la France. Bien sûr. AA-. Ça veut dire que cette réforme qu'on nous a présentée, en fait, en nous disant mais c'est pour sauver l'économie française, c'est absolument contre-productif, puisque le bazar que ça a mis et nous fait baisser notre note, c'est augmenter le coût du remboursement de notre dette, et notre dette, elle est énorme. Tiens, une question à tous les deux, Violaine et Lionel. Il y a des manifestants qui vous ont dit, vous avez vu, on nous a pris pour des jambons, on nous avait dit que la réforme des retraites permettrait de maintenir la note de la France, et une semaine après... Des jambons ou autres produits alimentaires. Oui, produits alimentaires. Et on se fait déclasser quand même, Lionel? Non, honnêtement, non. Les gens n'en parlent pas de ça. Vraiment, Philippe, je veux pas vous... Ils en ont parlé à Paris? Non, moi, pas tellement non plus.
Est-ce qu'il y a eu des discours à Marseille, peut-être des prises de parole de syndicalistes? Qu'est-ce qu'on entend finalement? On entend scander quoi dans ces manifestations à Marseille, Lionel Maillet? Que c'est le président qui reste sourd et qu'on va lui faire entendre, et on se met sur les camions et on chante et on hurle, forcément. C'est encore une fois, c'est toujours Emmanuel Macron qui est au centre de tous les débats, de toutes les attentions, et en se disant, comme on le disait là, on va lui faire vivre un véritable enfer pendant 4 ans, parce que si les institutions, si ça passe pas par l'Assemblée, par le Conseil constitutionnel, ça passera par le peuple, et c'est nous qui finirons par avoir gain de cause à la fin, parce qu'il pourra plus sortir, il pourra plus aller nulle part. Ça veut dire qu'Elisabeth Borne, pour l'instant, on n'en entend plus parler? Il y avait des demandes de démission d'Elisabeth Borne, pour l'instant non? Non, honnêtement, dans les cortèges, moi, c'est pas ce que j'ai entendu, et c'est pas elle vraiment, parce qu'on sait qu'elle répète tout ce que dit, c'est ce que disent les manifestants, que c'est qu'une marionnette entre guillemets, quoi. Justement, Philippe Bilger, est-ce qu'il faudrait, pour changer on en parle depuis des semaines et des semaines, mais d'Elisabeth Borne de dire, trouvons quelqu'un d'autre, changeons quelque chose. Cécile, c'est très intéressant parce qu'évidemment, on sait que le président ne voulait pas de référendum, il excluait la dissolution et le changement de Premier ministre. Je pense tout de même qu'à un moment donné, il sera obligé de changer son Premier ministre s'il réussit à faire un pacte avec les quelques LR qu'ils veulent. Et deuxième élément, récemment j'ai lu un très bon article dans le Figaro où la personne disait « Il vaut mieux une dissolution au résultat incertain que la France à l'arrêt ». Et je trouve qu'il ferait preuve de courage politique, le président, s'il acceptait une issue qui lui serait peut-être pas nécessairement favorable, mais qui ne saurait refuser uniquement parce que ça permettrait au rassemblement d'augmenter. Madi chamboule tout. C'est-à-dire qu'on remet les compteurs à zéro et... C'est compliqué, je trouve que c'est compliqué. Et puis, ça fait qu'un an, ça fait même pas un an d'ailleurs. Si, ça fait un an. Il a été élu fin avril, le 24 avril. Voilà, ça fait tout juste un an. Faire un remaniement à un an, c'est tôt. Il y en a qui ont déjà été plus vite. Ça fait un an aussi. Mais je pense qu'il le fera. Est-ce qu'il a le choix aujourd'hui? Ça risque d'être compliqué. En tout cas, c'est ingouvernable. S'il pense pouvoir tenir pendant 4 ans comme ça, c'est juste ingouvernable. Donc à un moment, il va falloir faire preuve de courage. Arrêtez de qu'il est décourageux. Donc, Joseph Touvenel, si vous parliez à l'oreille du président, c'est le conseil que vous pourriez lui donner. Oui, la question c'est que vais-je lui dire ce soir en sortant de l'émission. Elle veut dire que comme il a déjà eu beaucoup de mal à trouver une première ministre, parce que rappelez-vous, personne ne voulait y aller, donc il a quand même trouvé une première ministre. Dissoudre sans savoir qui on va mettre en place et qui accepterait. Alors à un moment donné, le bruit courait. Gérard Larcher. Philippe Bilger. Mais il n'a aucun intérêt à y aller. Il veut pas. Il n'a aucun intérêt. Il veut garder la présidence du Sénat. Le Sénat, je crois que le renouvellement, ça va être en septembre. Oui. Il ne va pas abandonner pour faire son poste de président du Sénat. Donc il est aussi un peu coincé par qui mettre. Et les LR. Je vois que la liste est pauvre. Les LR, il y en a peut-être qui veulent des Marocains de ministres, mais qui va aller se mettre sur le radeau de la Méduse. Il y avait Catherine Vautrin qui était plausible il y a un an, mais ça ne l'a pas fait. Elle a été première ministre 3 jours sans que personne ne le sache. Mais s'il avait un accord avec les LR, là, ce serait une chance. Mais avec ceux qui restent des LR. Oui. Mais est-ce que c'est l'intérêt? Ce serait suffisant. Mais comme eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Oui. Ce serait complié pour les LR, non? Oui, mais ça serait une balle dans le pied. C'est la seule chance. Ça serait une vraie mort politique pour les LR. Déjà qu'ils vivotent, s'ils y vont, ils meurent tous. Moi, je le crois, comme vous m'a dit, mais certains qui ne sont pas les plus bêtes à LR, pardon, Jean-François Copé, pense qu'au contraire, et même Nicolas Sarkozy, pense qu'au contraire, ce serait leur... Philippe, ce sont deux personnes extrêmement intelligentes et qui se sont extrêmement plantées. Ben voilà, comme ça c'est réglé. Vous vulgarisez le truc sympa et la vacherie derrière. Merci Lionel Maillet, notre correspondant Sud Radio à Marseille, et merci Violaine Vétiliard, bien sûr, envoyé spécial dans la manifestation de Paris. On aura peut-être besoin de vous encore tout à l'heure, vous restez avec nous. On revient dans un instant, on fait une petite pause, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci en tout cas de vous écouter, merci de votre fidélité avec nous. Philippe Bilger avec nous, Madi Saïdi et Joseph Touvenel, et vos appels au 0826 300 300. On est en direct et on parle de cette mobilisation du 1er mai, et c'est Julien qui est avec nous, qui nous appelle de Metz. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir. Bienvenue Julien. Alors vous avez manifesté aujourd'hui, Julien?
Oui, tout à fait. Il y avait du monde à Metz. Ça sera, j'espère, pas la dernière d'ailleurs. Ah, d'accord. Vous avez fait les 13 journées de mobilisation ? Non, alors j'ai pas fait les 13, mais dès que j'ai pu faire une mobilisation, à chaque fois que je peux, j'essaie d'y aller. Avant celle d'aujourd'hui, j'avais été à celle devant le Conseil constitutionnel, juste avant la promulgation de la loi. Oui, la promulgation de la loi. Donc on essaye de se faire entendre, mais vous savez, même si des fois, et même des actions de grève, etc., moi je pense que le soutien il est massif. Le seul problème aujourd'hui, c'est que, et beaucoup de gens, notamment dans le privé, aimeraient aussi, je pense, faire plus grève, etc., mais sauf que c'est très compliqué pour eux, et donc voilà, je pense que de ce que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas, la mobilisation est toujours aussi massive, et la contestation faiblit pas. Je pense qu'on est tous mobilisés. Moi, quand je parle avec les manifestants, j'ai jamais senti autant de colère et autant de détermination à continuer. Donc voilà, mais bon, ça va pouvoir radicaliser. Je sais pas ce qu'il faut faire de plus. Julien, ça veut dire que vous êtes mobilisé aussi pour le 8 juin prochain ? Oui, évidemment. Moi, dès que je peux participer à une manifestation, j'irai volontiers. Après, il va falloir quand même qu'on trouve quelque part une issue à tout ça, parce que je veux dire, on pourra faire ça pendant combien, 4 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça va être compliqué, oui. Mais à un moment donné, je pense que là, je parle avec des gens, on peut pas toujours, parce qu'on a l'impression aussi des fois, comment c'est présenté dans les médias, que oui, que c'est une fête populaire, qu'on est content d'être là, etc. Alors oui, on est content de se retrouver, on est content de voir qu'ensemble on peut avoir une force collective. Mais je veux dire, à part ça vient d'une colère. Enfin, c'est pas notre but premier de passer tous nos des journées entières ou que ça soit dans la semaine ou voire des week-ends des fois à manifester. Mais on a l'impression encore une fois que on fait ça, on fait des défilés, mais à côté de ça, le pouvoir reste sourd à tout ça. Et encore une fois, moi à la base, je suis pas pour ça. Hein. J'ai même voté Emmanuel Macron au deuxième tour pour faire barrage à l'extrême droite, même si pour moi aujourd'hui il n'y a plus de différence entre l'extrême droite, puisque même Emmanuel Macron mène une politique d'extrême droite, quasiment ce qu'on voit à Mayotte. Ça, c'est votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Hein. Non, mais sur plein de choses. Enfin, quand même il a un ministre de l'Intérieur qui traite Madame Le Pen de molle face à l'islam, par exemple. Enfin, je sais pas, mais bon, j'ai plein d'exemples à donner là-dessus. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que j'ai jamais vu un président aussi démophobe. Je sais pas si le terme peut exister, mais là j'ai l'impression contre le peuple, ennemi du peuple, démophobe qui a. Alors, Julien, je vais vous poser une question. Julien, ça veut dire que votre opposition n'est plus fondée exclusivement sur la loi sur les retraites, ou est-ce que vous souhaitez, comme tant d'autres, le départ d'Emmanuel Macron avant l'heure, d'une manière totalement légale, ou non ? Oui, mais moi, si vous voulez, je suis contre le départ de tous les tyrans qui sont à la tête de l'exécutif de n'importe quel pays. Je suis contre les tyrans en général. Aujourd'hui, Monsieur Emmanuel Macron, lui, il est un tyran. Il est contre. Ça, c'est votre point. C'est un point votre point de vue, mais il est antidémocratique, et en plus de ça, contrairement à ce qu'on le fait souvent passer, il est complètement antilibéral, puisqu'il fait mener une politique totalement liberticide. Les libertés n'ont jamais reculé autant sous le pays que sous Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui, si vous voulez, favorise un capitalisme de connivence. Donc on est à la tête d'une mafia avec un président qui fait des lois pour des gens qui sont du même statut social ou voilà. Le mot mafia est peut-être un peu fort, Julien, non ? Non, vous regarderez d'ailleurs d'où ça vient. Le mot mafia, ça veut dire morte alla Francia viva Italia, et c'était justement contre toute forme de corruption. Donc c'est pas forcément un mot. Moi, si vous voulez, la vraie violence, parce qu'à chaque fois, oui, on dit des manifestants qui sont violents, ou même quand on voit un feu de poubelle allumé, etc. Moi, je rappelle quand même le nombre. Enfin, s'il faut rappeler qu'il y a eu quand même pas mal d'éborgnés, des mains arrachées, des gens qui sont retrouvés là, même devant le Constitutionnel. On a vu des scènes où des jeunes
sont faits, des deux côtés, des deux côtés. Gardes à vue arbitraires. Julien, des deux côtés, soyons justes. Il y a aussi des forces de l'ordre et aussi, on parle toujours des citoyens, mais il y a aussi des forces de l'ordre qui ont été largement blessées encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était des deux côtés, mais de toute façon, la violence, d'où qu'elle vienne, elle n'est pas justifiable si elle est gratuite. Merci beaucoup, Julien. Merci, Julien. Un mot pour les deux côtés. Moi, les manifestations, j'en ai fait beaucoup là. Ces dernières, je n'ai jamais eu aucun problème avec la police. Zéro. Même quand à côté de moi, il y avait des gens qui brisaient des vitrines. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir individuellement des policiers qui s'énervent et qui font des gestes qu'ils ne doivent pas faire. Et l'accident de chaque côté. Et ils sont sanctionnés. Oui. Mais la violence, elle est ultra majoritaire du côté des Black Blocs. C'est pas les policiers qui brûlent les voitures, qui cassent les vitrines, qui agressent. Il peut y avoir des gestes violents de la part des policiers, et là c'est pris en main et ils sont gravement sanctionnés. Donc on ne peut pas les mettre à égalité. Des violences individuelles, et la police c'est la force légitime. On en parlera dans quelques instants d'ailleurs avec nos invités. Merci beaucoup Julien pour votre témoignage. Merci beaucoup à ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. Merci Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci Madi Saïdi d'avoir été avec nous. Merci. Joseph Touvenel, vous bougez pas. On vous garde pendant avec on vous a donné des gâteaux. Donc vous pouvez rester avec nous. Une petite part d'un petit gâteau. Et dans un instant, on va faire le bilan de cette manifestation. On regardera du côté policier, effectivement, ce qui s'est passé. Et on regardera si l'intersyndicale peut encore rester soudée dans cette manifestation. Et vos appels 0826 300 300. Et pardon pour le retard.